Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la nouvelle Kia EV4 en version 5 portes. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. La Kia EV4, c'est donc la double nouveauté très attendue chez Kia. Double parce qu'elle existe en version 5 portes, celle dont j'ai pris le volant cette semaine, mais également en version 4 portes, une version fastback au look, dirons-nous, plus affirmé. Sur papier, avec jusqu'à 625 km sur une seule charge avec cette version à 5 portes et même 633 km toujours en théorie avec la version fastback, son intérieur raffiné, ses technologies de pointe, les choses s'annoncent plutôt bien, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Alors, quelles sont les qualités mais également les défauts de cette nouvelle Kia EV4? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée sur un trajet imposé, non, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, pas de premier trajet puisque cette voiture, j'ai déjà eu l'occasion de vous en proposer une première vidéo. Il s'agit chez BYD de la BYD Dolphin Surf, une première prise de contact qui m'avait laissé une impression plutôt positive d'ailleurs. Une voiture très accessible et très aboutie également. J'en prendrai le volant cette fois pendant une semaine et vous saurez tout. Ne manquez pas donc la semaine prochaine le grand essai électrisant de la BYD Dolphin Surf. Il y a beaucoup d'essais qui viennent de se confirmer. La liste complète, tout ce qui arrive dans les prochaines semaines, ce sera à la fin de cette vidéo. Cette version 5 portes de l'EV4, contrairement à la version fastback, elle est fabriquée en Europe, dans l'usine Kia de Žilina, en Slovaquie. Comme toutes les productions Kia récentes côté style, l'EV4 ne laisse pas indifférent. En version 5 portes, mais certainement en version fastback, on aime ou on déteste, mais la prise de risque est à saluer. On n'essaye pas ici de plaire au plus grand nombre, au risque au final de ne plaire à personne, faute de personnalité. La ligne tout à l'avant, au bout du capot, est particulièrement profilée, ce qui empêchera malheureusement de glisser un coffre à l'avant. Dommage. Côté dimension, si cette version 5 portes est un petit centimètre plus haute que la version fastback, elle est surtout 30 cm plus courte. Voilà qui peut faire la différence au moment de trouver une place de parking. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous séduit, cette Kia EV4? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Côté technique, en 4 portes ou en 5 portes, sous le capot, on va retrouver exactement la même configuration technique, c'est-à-dire un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui entraîne les roues avant. Le V4 est donc une traction. Côté performance, elles sont à peu près identiques sur les deux types de carrosserie. La différence, elle va se situer au niveau de la taille de la batterie. Sur la grosse batterie, vous réaliserez le 0 à 100 3/10 de seconde plus vite qu'avec la petite batterie. Concernant le poids, on sera entre 1800 kg et 2 tonnes selon les versions et finitions. Et puis concernant la charge tractable, ce sera la même valeur, 750 kg que la charge soit freinée ou non freinée avec la petite batterie. Avec la grosse batterie, vous ajoutez 250 kg en charge freinée. On est donc sur 1 tonne et toujours évidemment la norme, c'est-à-dire 750 kg si la charge n'est pas freinée. Sous le plancher, entre les 4 roues, la batterie haute tension, une batterie NMC, ça c'est pour la chimie, nickel, manganèse, cobalt, avec 2 capacités disponibles. La version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est la version fastback, donc 4 portes, évidemment équipée de la plus grosse batterie, et avec les jantes de 17 pouces, donc pas en finition GT Line. Dans ce cas, la valeur est très intéressante, jusqu'à 633 km sur une seule charge, en théorie, norme WLTP. Avec cette version 5 portes, ce sera maximum 625 km, mais avec les jantes de 19 pouces dont cette voiture d'essai est équipée, l'autonomie théorique descend à 584 km. Pensez-y au moment de signer le bon de commande. Comme je dis régulièrement, look ou autonomie, il faut malheureusement choisir. Notez que la Kia EV4 est garantie 7 ans ou 150 000 km sans limite de kilométrage durant les 3 premières années. Pour recharger la batterie haute tension, vous le voyez, ça se passe à l'avant du côté droit. La trappe est à ouverture manuelle et directement accessible. Eh bien, on a le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. C'est la recharge du quotidien. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Pour la recharge sur le courant continu, là, ça va se passer via la somme des 2 connecteurs, c'est-à-dire le connecteur combo CCS. Pour ça, je bascule le petit cache inférieur. Faut pas le retirer, ça ne pendouille pas partout. Donc ça, c'est vraiment très très bien. La somme des 2 connecteurs
connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu. On est toujours sur une architecture 400 volts, on n'est pas sur du 800 volts comme avec sa grande sœur la Kia EV6. On aura donc des valeurs de recharge qui sont moins intéressantes, des recharges plus longues. Il va bien falloir faire des économies quelque part, on n'est pas tout à fait sur le même budget. Concernant justement cette recharge sur le courant continu, avec cette version, ce sera 31 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Alors ça, c'est en théorie. Et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez. Démarrage de la recharge à 17h07 plus 31 minutes, ça nous fait 17h38. Sauf que la voiture, c'était il y a 2 minutes, annonçait 34 minutes. On est maintenant à 32, c'est-à-dire un petit peu plus que la valeur théorique. Alors combien au final pour passer de 10 à 80%? On va le savoir dans quelques secondes. 17h38 et nous sommes à 79%, 79%. On est donc sur la fin. Alors est-ce qu'on va atteindre les 80% dans moins d'une minute avant de passer à 17h39? C'est la grande question. Attention. Voilà. 80% et il est toujours 17h38. Donc 31 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Promesse tenue. Notez enfin que la Kia EV4 est compatible V2G, V2L et V2H, donc Vehicle to Grid, Vehicle to Load et Vehicle to Home, c'est-à-dire qu'elle est compatible recharge bidirectionnelle. Vous pouvez donc à partir du port de recharge alimenter des appareils électriques externes moyennant branchement d'un adaptateur. Il y a également une prise classique à l'arrière sous la banquette et puis vous pouvez également faire communiquer la voiture avec le système électrique de votre maison pour renvoyer de l'électricité pour alimenter votre maison ou encore la renvoyer dans le réseau électrique pour autant que votre maison et le réseau soient compatibles. Évidemment, la voiture, ici en tout cas, elle l'est. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, mais également au travail et même sur la route. Grâce à Luminus, vous avez accès à des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre, et certainement si vous rechargez à la maison, de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix. Découvrez l'offre proposée par Luminus dès maintenant sur le site internet luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je m'installe aux places arrière. Y a-t-il de la place? Vous le savez déjà, si vous avez suivi la vidéo premier trajet. Je m'installe au volant. Je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Kia EV4. Un tableau de bord qui vous fera sérieusement penser à un autre tableau de bord chez Kia. Et puis bien sûr, on prendra la route et je vous livrerai mes conclusions après une semaine à son volant. On va maintenant s'intéresser au volume du coffre. 325 litres en configuration 5 places, c'est-à-dire avec la banquette arrière fractionnable 60-40 en place. 325 litres sur cette version 5 portes, c'est 65 litres de moins que sur la version à 4 portes qui est 30 cm plus longue. Mais attention, sur la version à 4 portes, l'ouverture est nettement moins pratique puisqu'on n'a pas un haillon comme sur cette version 5 portes. Alors 325 litres, mais sont-ils exploitables correctement? Eh bien la réponse est oui. Qu'est-ce qu'on a si on part du haut vers le bas? On a cette tablette qu'on peut évidemment retirer, une tablette dure. On a également un petit crochet à gauche, un petit crochet à droite, des petits anneaux aux 4 coins et puis ce plancher du coffre qui peut être soulevé ou bien abaissé en position inférieure et ça dévoile un sous-coffre qui est de taille relativement généreuse et en tout cas avec un endroit qui est idéal pour y placer le câble de recharge que vous ne pourrez pas placer sous le capot puisqu'on l'a vu à l'avant, il n'y a pas de frunk. Me voici installé à l'arrière, il y a à boire et à manger, comme on dit, du positif et du moins positif. Alors ce qui est très positif, c'est qu'avec 1m90, 1m90 qui est ma taille à l'avant et à l'arrière, vous le voyez, j'ai énormément de place aux genoux. Donc là, pas de problème. Par contre, la hauteur est un petit peu comptée dans cette voiture, certainement quand on est plutôt grand. Et dans ce cas-là, j'ai dû régler le siège avant pour moi, pour mon mètre 90, mon mètre 90, et donc il est positionné très très bas. Je ne peux pas glisser à l'arrière, mes pieds en dessous du siège avant. Alors j'ai quand même pas mal de place, il y a de la place ici à l'arrière entre la banquette arrière et le siège avant, mais je peux pas vraiment étendre les jambes et glisser les pieds sous le siège avant. J'ai donc un angle ici qui n'est pas très favorable, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Donc voilà, ce sont les limitations du modèle. 1m90, 1m90 devant, derrière, les genoux c'est bon. Pour la hauteur ici et pour les pieds, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, certainement sur un long trajet. On peut faire des courtes distances sans problème, mais sur des plus longs trajets, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors au niveau des équipements, qu'est-ce qu'on a? Sur cette voiture d'essai, on a un toit ouvrant, toit qui est donc
ouvrant, mais pas très grand. On n'a pas un toit panoramique, mais on a un petit toit ouvrant à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est donc une option, je l'ai dit. Ensuite, si on descend, on a les prises USB à gauche et à droite ici sur le côté des sièges. Ça, c'est très chouette chez Kia. C'est vraiment une très très bonne disposition. Ça permet, si on a un câble un petit peu moins long, eh bien de pas être gêné, plutôt que si on avait les prises USB tout en bas à l'arrière de la console centrale, ce qui est parfois le cas et ce qui est parfois un petit peu dommage. Ensuite, on a toujours à l'arrière de la console centrale les bus de ventilation, un petit vide-poche, un plancher qui est parfaitement plat. Sur ce véhicule équipé de la fonction V2L, Vehicle to Load, eh bien, on a ici une prise classique. Vous allez pouvoir brancher un ordinateur, par exemple, si vous voulez travailler à l'arrière, eh bien, c'est possible également. On a évidemment un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Concernant le confort proposé par la banquette arrière, on est sur un très bon niveau de confort. Donc voilà, si on connaît maintenant les limitations, si on mesure 1m90, 1m90 ou plus, si on mesure moins que ça évidemment et certainement à l'avant, eh bien il y aura énormément de place à l'arrière, aucun souci de ce côté-là. C'est quand même, ici au niveau des genoux, c'est quand même assez gigantesque, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Le confort très bon sur les 2 places principales à l'arrière, ce sera un petit peu moins le cas sur la place centrale évidemment, qui sera un petit peu plus dur certainement au niveau du dos puisqu'on a l'accoudoir central. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Ah oui, une petite précision, je sais que pour certains c'est important, les poignées de maintien, il y en a 3, une à gauche ici, une à droite et une pour le passager avant. Si vous êtes déjà monté à bord de la Kia EV3, vous n'allez pas être dépaysé dans la EV4. 4 ou 5 portes, la planche de bord est la même, avec cette ambiance à la fois cosy et technologique. On retrouve des matériaux de bonne qualité, c'est moussé en partie haute, dur en partie basse, mais avec un toucher qui reste agréable. Et puis cette bande de tissu en partie intermédiaire, elle vient réchauffer l'ambiance et apporte un côté très cosy, vraiment agréable. Concernant les finitions, c'est très bien réalisé, aucun bruit de mobilier à signaler cette semaine, ça inspire confiance. On est dans un intérieur clairement plus à l'ancienne, malgré la présence de 3 écrans. J'entends par là qu'on est loin du tout à l'écran, il y a pas mal de boutons dans cet intérieur, ce qui reste un plus en matière d'ergonomie, quoi qu'on en dise. Les allergiques au tout à l'écran seront ravis. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord de cette Kia EV4. Sur la portière conducteur en partie haute, on a la poignée d'ouverture et les commandes de volant chauffant et siège chauffant. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande, le verrouillage centralisé et la sécurité enfant. En partie basse, un vide-poche, pas très grand, et sous le tableau de bord, la commande d'ouverture du capot. À gauche du volant sur le tableau de bord, l'ouverture-fermeture du haillon, le frein à main électrique et le bouton d'activation-désactivation du contrôle de traction. Le volant est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver la gestion du régulateur de vitesse adaptatif avec possibilité de définir la distance par rapport au véhicule qui précède. Un réglage qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est très bien. La gestion du maintien au centre de la voie et le pilotage de la partie centrale personnalisable de l'écran instrument. Que peut-on y voir sur cet écran? Eh bien là, en l'occurrence, on a les aides à la conduite. Si j'appuie, on va se retrouver sur les données de trajet actuel, également après la recharge, depuis la réinitialisation, et puis également l'aide d'autonomie, la pression des pneus et la vitesse instantanée qu'on retrouve également à gauche, donc ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, si je continue, eh bien j'ai la boussole et je reviens sur les aides à la conduite. À droite, sur le volant, on a la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale, gestion des commandes audio également et la touche étoile personnalisable. Dans la partie inférieure du volant à gauche, on a également, comme dans la EV3 entre autres, le bouton de sélection du mode de conduite. C'est facilement accessible, donc très pratique. On a Sport, également My Drive, on a Snow également. Et puis Eco et enfin le mode normal dans lequel je suis resté la plupart du temps cette semaine et qui est bien suffisant et notamment en termes de performance. Remarquez évidemment que chacun des modes va changer un petit peu l'ambiance lumineuse dans l'écran instrument. Les modes de récupération d'énergie sont ajustables via les palettes derrière le volant. Je vous détaille ce iPedal 3.0 tout à l'heure sur la route, un système qui est vraiment très performant. Les commodos éclairage et clignotant à gauche, essuie-glace à droite, c'est du classique et il y a bien donc un essuie-glace à l'arrière sur cette EV4, caché d'ailleurs par le béquet, il est plutôt bien camouflé, c'est pas mal. Et puis sous le commodo de droite, derrière le volant en partie inférieure, on a le sélecteur de vitesse avec le bouton de démarrage et également par un simple basculement, les positions D et R et à l'extrémité, la position P.
Concernant les écrans derrière le volant, on a un premier écran numérique de 12,3 pouces, l'écran instrument dont la partie centrale est donc personnalisable, on l'a vu. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture, c'est disponible en option uniquement sur la finition GT Line, dommage. Deuxième écran, celui de 5,3 pouces qui permet de piloter les fonctions de chauffage et de climatisation principales. Il permet aussi d'ouvrir le menu complet. Seul bémol, comme sur toutes les Kia qui en sont équipées, il est en partie masqué par le volant. Ensuite, le troisième écran, il mesure 12,3 pouces, c'est l'écran central d'infodévertissement qu'on détaillera dans un instant. Sous cet écran, des touches à retour haptique, donc qui produisent une petite vibration de confirmation pour confirmer l'appui correct. On y retrouve l'accès à l'écran de base, à la carte de la navigation, à l'écran de recherche de la navigation, aux médias, à la touche étoile personnalisable et au menu réglage de la voiture. Ensuite, entre les aérateurs, la commande de volume et la fonction mute, en appuyant dessus, et plus bas, les réglages de température. Oui, de vraies commandes physiques, c'est tellement pratique. On a également la sélection de la puissance de la soufflerie et la sélection du mode et donc des zones de climatisation, pare-brise, planche de bord ou encore les pieds. Au centre, les feux de détresse. Au pied du tableau de bord, deux prises USB-C. Celle de gauche peut soit simplement recharger un appareil, soit également assurer la connexion à la voiture. Notez qu'Apple CarPlay et Android Auto se connectent sans fil dans cette EV4. On a également droit à une prise 12 volts. Entre les sièges, la console centrale avec des rangements. Au pied de la planche de bord, on a la recharge par induction, présente ou pas selon les finitions. Un seul emplacement est disponible. Ensuite, les porte-gobelets qui peuvent se replier pour libérer de l'espace, c'est bien vu. Derrière encore, du rangement avec un revêtement antidérapant, ça aussi c'est bien vu. Et puis plus haut, la coudoir centrale avec à l'extrémité en partie avant, sur la partie flottante, les commandes auto-hold, caméra, les capteurs de parking et l'assistant en descente. Ensuite, plus en arrière, un emplacement ouvert avec des encoches pour accueillir, j'imagine, un smartphone, soit comme ceci, soit encore comme ceci. Il y a un séparateur qu'on peut retirer et dans ce cas, la zone communique avec celle située sous la coudoir centrale. La boîte à gants, enfin, elle est de capacité correcte, sans plus. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, jetons un petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. C'est très fluide, ça fonctionne très bien et globalement tout est relativement ergonomique, c'est plutôt agréable à utiliser. Alors si vous appuyez sur le bouton Home, vous arrivez donc sur cette première page avec des petits widgets. Si vous maintenez enfoncé, évidemment, vous pouvez personnaliser tout ça. Ici, on a la navigation, on ira dans un instant simuler un trajet vers Marseille. Ici, la radio, ici, le menu VE, véhicule électrique, et évidemment un petit swipe vers la droite, un petit balayage vers la droite en français. On arrive sur d'autres menus, d'autres widgets. Le téléphone, ici Apple CarPlay qui est connecté. YouTube disponible également, histoire de vous divertir pendant vos sessions de recharge. Une catégorie divertissement également, des jeux, les paramètres, et puis encore d'autres choses comme le mémo vocal qui peut être très utile, histoire d'éviter d'être tenté de prendre son téléphone pour enregistrer quelque chose, une idée par exemple. Eh bien on peut utiliser plutôt le mémo vocal. Mode détente, météo, calendrier, sport, mode voiturier. Bon, tout ça est un petit peu plus anecdotique. Alors, on va revenir sur l'écran, le premier écran. Le voici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici au-dessus, l'heure et la connectivité. La date ici en partie centrale. Ici, le menu autre qui va permettre de paramétrer le profil. Le manuel en ligne également. Ici, on a un menu qui vient du haut également, avec des accès rapides, guidage de la navigation, mode silencieux, mode utilitaire, les alertes de la navigation, la luminosité, et on peut évidemment éteindre l'écran également. Donc vous le voyez, c'est plutôt sympa. La partie audio fonctionne bien également. J'y reviendrai dans un instant quand on sera sur la route. On va s'intéresser au menu véhicule électrique avec ici la borne de recharge la plus proche. C'est assez sympathique. Ici des petites infos complémentaires. Ici des réglages et ici d'autres informations. Des informations notamment liées à la consommation électrique. Qu'est-ce qui consomme dans la voiture à un instant T. Ici le préconditionnement de la batterie qui peut s'activer automatiquement si vous introduisez comme adresse de destination un chargeur, le mode utilitaire également, les stations à proximité, on l'a vu, la prochaine est à 1,5 km et le statut de la batterie avec d'autres menus ici en dessous encore, notamment si j'appuie ici, l'heure du prochain départ, paramètres de charge sur le courant alternatif, limite de charge également, que ce soit sur le courant continu ou sur le courant alternatif, ça c'est intéressant également, les paramètres de consommation électrique en V2L, donc si vous branchez un appareil électrique
que vous souhaitez alimenter à l'aide de la batterie de la voiture. Ici, on revient sur ce menu avec toutes les petites infos et ici, on a le menu conditionnement de la batterie, justement, mode utilitaire, récupération intelligente, etc. Et notamment le iPedal dont je reparlerai sur la route, un iPedal que vous pouvez désactiver en marche arrière si vous le souhaitez. Donc on peut aller très loin en fait dans la personnalisation des menus et des fonctions dans cette voiture, ce qui est toujours sympa, hein. Ça permet de se créer son environnement à soi avec ses réglages à soi qui sont pas forcément les mêmes que ceux du voisin et ça c'est vraiment bien, histoire de s'approprier réellement le véhicule. Quand on est ici sur la page de démarrage, on peut également rentrer dans le menu Setup les paramètres avec ce petit bouton ici, plutôt que de devoir multiplier les manipulations, c'est vraiment bien. Et dans ce cas-là, on voit que la radio apparaît toujours ici dans le coin inférieur droit. Bon, on va simuler un trajet vers Marseille, évidemment. Pour ça, Search, je vais aller ici, je vais noter Marseille. Voilà, les données qui sont fournies par Google, hein, les données de navigation. Donc on a un très très bon système de navigation. Powered by Google, c'est écrit dessus et vous le voyez, c'est très très réactif. Marseille que je définis comme destination. Calcul en cours, le plus rapide ou le conseillé. Et les stations de recharge, voilà, ici sont bien demandées avec des stations de charge. Et donc, on va avoir un trajet le plus complet possible. La voiture nous indique que les stations de charge disponibles seront actualisées en temps réel pendant la conduite. On a évidemment un premier arrêt assez rapidement puisque ici, on part avec un quart de la batterie seulement. Elle est à 25%. Donc, ce sera du 22 76 76, du 20 78 78 et puis 20 80 ou 20 79 79, etc. On a à chaque fois le temps de recharge pour atteindre ces valeurs. Et si je veux plus de détails sur une station en particulier, celle-ci par exemple, eh bien je vais cliquer dessus sur le petit pop-up de recharge et j'arrive ici sur cette station Fastned en l'occurrence où nous avons un chargeur qui est disponible, un chargeur de plus de 150 kW et nous avons des chargeurs 50 kW et donc tout est indiqué ici, qu'est-ce qui est occupé, qu'est-ce qui est disponible, ici les heures d'ouverture, etc., etc. Voilà. Et on peut la mettre en favori si on le souhaite. Voilà. Et on va maintenant filer sur la route et je vous livre mes impressions. Pour démarrer, pied sur le frein, un petit appui sur le bouton EV, juste ici à l'extrémité gauche du sélecteur de vitesse, près de la colonne de direction. Ensuite, vers l'avant, D ou vers l'arrière, R. Et vous pouvez vous élancer. La puissance proposée par l'unique configuration technique proposée est très convaincante, certainement dans le cadre d'une utilisation au quotidien en bon père de famille, comme on dit, mais également pour se faire plaisir. Oui, c'est assez vif, même en mode de conduite normale. La différence par rapport à votre bonne vieille voiture essence et surtout diesel, elle va être saisissante. Le tout en silence, évidemment, ça aussi, ça surprend au début, mais on s'y fait très très vite. Et puis dans un confort très appréciable. Et le confort, il passe évidemment par les sièges. Selon le niveau de finition, ils seront soit en tissu, en entrée de gamme, combiné tissu simili-cuir comme sur cette voiture d'essai, ou bien en simili-cuir uniquement, en cuir vegan. Le département marketing vient de s'étouffer sur la finition GT Line. Toujours en fonction des finitions, les sièges peuvent être à réglage électrique ou pas, chauffant à l'avant et ou à l'arrière ou pas, avec réglage du dos premium ou pas, mais dans tous les cas, le siège conducteur et le siège passager, eux, seront réglables en hauteur. Trouver sa position de conduite idéale est donc assez évident. Le seul bémol va concerner les plus de 1m90, 1m90, qui n'auront pas beaucoup de place au-dessus de la tête, même avec le siège réglé au plus bas. J'ai à peine 2 doigts entre le sommet de la tête et la garniture ici. Donc n'hésitez jamais, c'est mon conseil, à faire un vrai essai sur la route, pas juste vous asseoir dans la voiture en concession, histoire de vérifier que dans la vraie vie, sur la route, eh bien l'espace disponible vous convient. Beaucoup d'aide à la conduite sur cette voiture et globalement elle fonctionne plutôt bien. C'est le cas par exemple de la conduite assistée qui combine régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation. C'est très stable, les réactions sont fluides et le volant capacitif vient ajouter la cerise sur le gâteau en ne vous imposant pas des mouvements pour rappeler à la voiture que vous l'avez entre les mains. Non, vous posez simplement les mains sur le volant, la voiture sait que vous êtes aux commandes. Vous pouvez donc la laisser gérer le centrage sur la voie de circulation sans risquer
risquez de vous faire rappeler à l'ordre. Autre point positif, avec une touche directement accessible sur le volant, eh bien vous pouvez décider d'activer ou non le centrage sur la voie de circulation, même sans activer la conduite assistée. Ça veut dire que vous gardez le contrôle de la vitesse et de la distance par rapport à la voiture qui précède, et la voiture s'occupe, elle, du centrage sur la voie de circulation. Dans certaines circonstances, sur nationale par exemple, quand on n'a pas forcément envie de tout déléguer à la voiture, eh bien ça peut être vraiment sympa. Petit bémol tout de même, l'alerte de distraction qui, elle, est un petit peu trop tatillonne, ce qui amène inévitablement à vouloir la désactiver. Ce que vous pouvez faire, mais pas aussi facilement que pour les bips de survitesse qui, eux, peuvent être coupés via un appui long ici sur la touche mute sur le volant, alors que pour l'alerte de distraction, vous devrez rentrer dans les menus du système d'infodivertissement. Alors même si la touche étoile ici sur le volant peut être configurée pour arriver directement comme ici dans le menu des aides à la conduite, ça va quand même imposer de devoir aller dans les menus sur l'écran, choisir cette fonction en particulier, la décocher, revenir en arrière. Voilà, on pourrait faire plus simple ou alors régler correctement les choses, c'est-à-dire être un petit peu plus permissif au niveau de l'alerte de distraction, de l'alerte d'attention. Cette EV4, elle est très plaisante à conduire. Les réglages ont d'ailleurs été affinés, optimisés pour le marché européen, l'Europe où, je le rappelle, elle est construite. C'est stable, c'est solide sur la route, la motricité est très bonne et pourtant c'est une traction. On prend du plaisir à son volant, même si c'est pas évidemment une voiture sportive. L'agrément général, c'est un tout. Il y a donc le châssis, le couple disponible, très généreux. Il y a l'intérieur valorisant, l'ergonomie générale, tout ça forme un ensemble qui est vraiment très convaincant, sans oublier évidemment l'absence de bruit. Oui, et l'absence de bruit, si elle est commune à toutes les voitures électriques, eh bien elle ne se traduit pas toujours de la même manière. Les voitures électriques sont globalement bien plus silencieuses que les voitures à moteur thermique, c'est un fait, mais des bruits de roulement ou des bruits aérodynamiques peuvent parfois venir un petit peu gâcher le plaisir de rouler en silence. Ici, rien de tout ça, l'excellent filtrage des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques vient ajouter une petite touche de confort supplémentaire au quotidien, ce qui est très chouette et j'oserais même dire une petite touche un peu premium. Un mot concernant l'installation audio, même si je n'ai pas droit dans cette voiture d'essai à l'installation premium Harman Kardon, disponible uniquement sur la finition GT Line, c'est dommage. Eh bien, le système présent dans cette voiture fait du très bon travail, les menus sont clairs, la réception de la radio en FM, en DAB+, fonctionne bien également. Rien à dire franchement sur ce point, et si la connexion d'Apple CarPlay vient à prendre le relais, comme c'est le cas maintenant, et que vous souhaitez ensuite revenir sur la radio, eh bien un petit appui sur le bouton sur le volant, ici, le bouton mode, et vous revenez directement sur la radio en FM ou en DAB+, comme ici par exemple. C'est vraiment très bien. 10,8 mètres, c'est le diamètre de braquage proposé par cette Kia EV4. Dans les faits, c'est une valeur qui est tout à fait correcte, en phase avec les dimensions de ce véhicule compact. Grâce au pack Advanced Drive dont cette voiture est équipée, j'ai droit à la caméra 360 qui est très précise et donc une alliée précieuse dans les parkings et puis globalement dans tous les endroits où la place est comptée. Bref, même si elle ne l'est pas autant qu'une Volkswagen ID3 par exemple, eh bien la EV4 reste une voiture maniable, parfaitement adaptée à une utilisation en ville, dans les parkings, rien à dire franchement de ce côté. Et puis au niveau de la caméra 360, le résultat il est tout à fait convaincant, même si la vue 360 degrés est un peu gadget comme sur pas mal de voitures. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est la bird view, c'est-à-dire la vue en partie de droite, c'est la vue du haut. Ça c'est vraiment très sympa et on voit qu'il y a très peu d'angles morts également. Ça c'est un point qui est très positif. Le système iPedal 3.0 dont cette voiture est équipée, il va vous permettre de configurer exactement comme vous le souhaitez la récupération d'énergie et vous offre la vraie conduite à une pédale, c'est-à-dire pas celle théorique des brochures où il est écrit en grand One Pedal Drive, mais bien dans la pratique, celle que vous pouvez réellement gérer avec la pédale de droite. Bah oui, parce qu'il y a trop de systèmes aujourd'hui qui se disent One Pedal Drive, conduite à une pédale, et puis au final on se rend compte que vous avez quand même besoin de la pédale de frein assez régulièrement, et donc on n'a pas une vraie conduite à une pédale bien calibrée. Ici par contre c'est le cas, chaque niveau de récupération que vous choisissez avec les palettes derrière le volant, 3, 2, 1 ou 0 peut être associé à la conduite à une pédale ou pas en fonction de vos envies, de vos habitudes. Et puis subtilité supplémentaire, le réglage reste en mémoire, ça veut dire que vous ne devez pas rappeler la conduite à une pédale à chaque fois. Bref, c'est que du bonheur, bien joué Kia.
Les phares et feux qui équipent cette voiture sont bien évidemment tous à technologie LED, mais en fonction du niveau de finition, eh bien vous aurez accès ou pas à ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire les phares full LED matriciels intelligents qui vous offrent le meilleur éclairage en permanence dans les zones qui ne sont pas éclairées ou trop peu éclairées, en restant en feu de route et en éteignant uniquement une partie du faisceau lumineux qui va correspondre à ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Alors regardez, ça fonctionne vraiment très bien, l'éclairage est très convaincant et puis surtout les différentes adaptations dynamiques de l'éclairage eh bien, sont toujours réalisés au bon moment. C'est vraiment top. J'ai pas eu droit cette semaine à des appels de phare réprobateurs, ce qui peut parfois arriver avec des systèmes qui sont parfois un petit peu paresseux dans le basculement pour revenir en feu de croisement. Rien de tout ça ici, ça fonctionne vraiment bien. Concernant l'éclairage d'ambiance intérieure, il est constitué de barres LED, notamment sur les portières, sur le tableau de bord. Et franchement, ça cadre bien avec l'ambiance technologique de cet intérieur. L'autonomie théorique sur cette voiture, c'est jusqu'à 625 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version, mais seulement 584 km sur cette voiture d'essai en raison de la présence de jantes optionnelles de 19 pouces, on l'a dit. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique, et cette semaine, il a fait entre 10 et 27 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, un trajet domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-lieu de travail qui, je vous le rappelle, me concernant, se font majoritairement sur autoroute, c'est important. Et en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une moyenne de 16,5 kWh au 100. Cette valeur, je peux la comparer aux 19 kWh au 100 que j'avais obtenu lors de l'essai de la Kia EV3, un essai qui avait été réalisé en hiver avec des températures bien plus basse, bien plus proche de zéro, ce qui explique la différence de consommation. Rappelons également qu'on a du 19 pouces sur cette voiture, des grandes jantes. Alors c'est top pour le look, mais ça va pas aider quand il s'agit de se montrer efficient. On peut donc sans doute encore un petit peu tirer cette valeur de 16,5 kWh au 100 vers le bas, en conservant par exemple les jantes de 17 pouces d'origine, et 16,5 kWh au 100, ça va permettre un bon 450 km réel sur une seule charge, avec la plus grosse batterie, une autonomie très confortable dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine. Les prix à présent, les voici pour la Belgique et la France. Pas encore de prix annoncé en Suisse au moment de boucler cet essai. Alors cette voiture d'essai est une finition Business Plus en Belgique, c'est-à-dire la finition intermédiaire équipée de la grosse batterie. Prix de départ dans le royaume, 49 390 €. Les options dont cette voiture est équipée, on retrouve la peinture métallisée, Ivory Silver Matte à 1800 €, les packs EV-Tech et Advanced Drive à respectivement 800 et 1500 €, le toit ouvrant 800 € et les jantes de 19 pouces 500 €. Prix total de cette voiture en Belgique 54 790 €, 54 790 €. Surfez sur le site internet de Kia qui correspond à votre pays, configurez votre EV4 idéal en 5 portes ou en fastback et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, avec notamment la déductibilité, la facilité de gestion au quotidien également, puisque vous avez une seule mensualité qui est la même du premier au dernier mois et tout est inclus. La mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes, le remplacement des pneus, l'assurance, les taxes, etc., etc. Eh bien cet avantage, il est précieux aussi pour les particuliers, histoire de pouvoir gérer correctement votre budget voiture sans surprise. Du premier au dernier mois, vous payez exactement le même montant et à la fin du contrat, vous avez juste à remettre la voiture et les clés. Vous n'avez pas à vous soucier de la valeur résiduelle de la voiture et bien malin est celui qui pourra me dire combien vaudra cette voiture ou n'importe quelle autre dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans dans le contexte de transformation technologique que nous vivons actuellement. Vous voulez demander une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre, contactez Arval évidemment sur le site internet qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, allez sur Autoscout24 qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent, des voitures disponibles tout de suite, des véhicules d'occasion mais également des voitures très récentes, des véhicules neufs également et de plus en plus des milliers de voitures électriques et donc forcément il y a des affaires à faire en ce moment. Je peux vous dire qu'au niveau des voitures électriques, il y a énormément de bonnes affaires
affaires qui vous attendent sur Autoscout24. Sur le site internet Autoscout24, vous avez également accès à une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique, dans laquelle vous trouverez un calculateur d'autonomie, également un calculateur de temps de recharge, et puis Autoscout24, c'est également l'application Autoscout24 qui est sur votre smartphone. Elle est gratuite, vous l'avez en permanence dans votre poche ou au creux de votre main, avec la même puissance de recherche qu'avec le site internet. Vous trouverez donc facilement votre prochaine voiture. Et puis votre voiture actuelle, vous pouvez également la faire reprendre via Autoscout24. Vous rentrez ses critères et vous recevez en retour une offre de reprise. Pour toutes ces bonnes raisons, surfez sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Oui, en conclusion, cette Kia EV4 est une réussite. Elle est très agréable à conduire, son intérieur est valorisant. À l'extérieur, elle a son petit look, certainement en version 4 portes, et puis son contenu technologique fonctionne globalement très bien. La conduite à une pédale, fonction qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre, est réglée avec une grande précision, très intuitive, et il est possible de couper facilement le bip de survitesse via un appui long sur la touche mute sur le volant. J'ai donc passé une très bonne semaine à son volant. Parmi les défauts, on notera une hauteur disponible un peu limite. Avec mon 1m90, mon 1m90, il m'est arrivé de toucher le plafond avec les cheveux, ce qui n'est pas forcément agréable. On pointera également une alerte de distraction trop tatillonne qui amène à vouloir la couper, ce qui ne se fait pas aussi facilement que pour les bips de survitesse. Enfin, la politique de pack et d'options de Kia vous privera de certains équipements si vous ne choisissez pas la finition haut de gamme GT Line, la seule avec laquelle vous pourrez avoir un affichage tête haute par exemple, ou encore le système audio Harman Kardon Premium, le tout en option. Rien de rédhibitoire donc, ce qui fait que cette voiture est parfaitement recommandable aujourd'hui en cette rentrée 2025. N'oublions pas également, et c'est important, que cette voiture, comme toutes les Kia, est garantie 7 ans ou 150 000 km, et ça aussi, c'est de nature à rassurer. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, le grand essai de la BYD Dolphin Surf, dont je prendrai donc le volant pendant une semaine complète. Vous saurez tout après une semaine à son volant. On ira ensuite chez Mercedes à la rencontre, ou plutôt la re-rencontre de la Mercedes CLA. Je prendrai le volant de la version 250+, et vous saurez tout là aussi après une semaine à son volant. Chez Xpeng, il y a du nouveau. Les G6 et G9 ont été restylés et améliorés. Chez MG, on ira à la rencontre du SUV MG S5 EV, une voiture là aussi très intéressante et très bien positionnée au niveau de son prix. On verra ce que ça donne là aussi durant une semaine. Chez Nissan, le clone technique de la Renault 5, c'est la nouvelle Nissan Micra avec un look qui tente de faire oublier les lignes de la Renault 5. Y parvient-elle tout en gardant les qualités de la Renault 5? Eh bien, je le vérifierai sur Charging Station. On retournera chez Kia avec deux autres modèles. Un SUV situé entre la Kia EV3 et le Kia EV9. Il s'agit du Kia EV5. Et puis, toujours chez Kia, le PV5, c'est ce van qui est disponible également en version fourgonnette et en version transport de passagers. On essaiera évidemment la version transport de passagers. Et puis encore un petit peu plus loin, on ira chez Volvo. Ce sera toujours avant la fin de cette année 2025. Essayez la berline ES90, ES90. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je ne veux pas vous bombarder d'alertes. Il y a 2 vidéos par semaine en général, le premier trajet et ensuite le grand essai et éventuellement un essai exceptionnel, une vidéo exceptionnelle de temps en temps, pas plus. Donc allez-y, abonnez-vous, la petite clochette des notifications. Si vous le souhaitez, ça aide à faire grandir la chaîne. Mettez un petit pouce sur la vidéo et n'hésitez pas à la partager également sur vos réseaux. Ça permet de faire grandir la chaîne, de la rendre plus visible pour vous proposer toujours plus d'essais électrisants évidemment et plus d'exclusivité. Merci de votre fidélité et à bientôt.